Voilà, en voilà déjà une. Hein, je vais en reprendre une seconde. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être venu nous rejoindre à Saint-Maurice en ce dimanche après-midi. Votre présence dans cette salle conforte les organisateurs dans l'idée de Jaspers, selon laquelle, je cite Jaspers, « La philosophie n'a de sens que si ses voies les plus compliquées, celles que suivent les philosophes professionnels, finissent par rejoindre la condition d'homme. » Cher Marcel Conche, cette citation de Karl Jaspers, je l'ai choisie en pensant à vous. Sur les chemins philosophiques que vous avez empruntés jusqu'à ce jour, vous n'avez certes pas écarté les difficultés. Professeur à la Sorbonne, lauréat de l'Académie française, membre correspondant de l'Académie d'Athènes, vous avez en effet traduit et magnifiquement commenté les œuvres difficiles des premiers philosophes grecs, nous les rendant plus proches que jamais. Votre Anaximandre, votre Héraclite et votre Parménide sont des références en la matière. Vous avez également cheminé en compagnie d'Épicure, de Montaigne surtout, de Pascal, de Nietzsche et d'Heidegger parmi d'autres. Et vous n'avez guère hésité à prendre des chemins de traverse en apprenant, il y a peu, le chinois pour traduire et commenter le Tao du sage Lao Tzu. Ayant, je vous cite, « vocation à penser sous l'horizon et en vue de la vérité », vous osez encore philosopher à l'infini. Vous interrogez sur la nature et la place de l'homme en son sein. Questionnez le temps, l'obligation morale, l'enfance et l'amour. Aujourd'hui, nous aurons la joie de vous entendre sur un autre sujet qui touche également profondément l'être humain, celui de la beauté.
En 1991, très précisément, dans Vivre et philosopher, Lucille Lagéville vous posait 30 questions, parmi lesquelles celle-ci. À quel genre de beauté êtes-vous avant tout sensible? Vous aviez alors répondu, je vous cite librement, « Aujourd'hui, la beauté est encore pour moi, avant tout, celle de la nature sauvage. J'ai plus d'admiration pour un cloporte que pour la chapelle Sixtine. » Et vous ajoutiez, non sans humour, disant cela, j'avoue par là même mon admiration pour la chapelle Sixtine. Spécifiant cette beauté de la nature, vous précisiez ceci. La nature vivante doit avoir sa vie propre. Elle doit vivre par elle-même. À cette condition, elle me laisse une impression de gratuité, d'être là, pour rien. Et vous aviez terminé votre belle réponse en soulignant la subjectivité de tout jugement esthétique. Il ne s'agit d'ailleurs, disiez-vous, que de m'examiner moi-même et de dire ce qu'il me semble. Cher professeur, je vous invite maintenant à nous faire part en toute amitié de ce qui vous semble être la vérité au sujet de la beauté et sa signification. Nous sommes tout ouïs. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment, chère Viviane, je suis très touché. Je crains seulement de n'être pas à la hauteur de ce que vous venez de dire et de laisser espérer. Vous savez que de toute façon, je ne fais jamais que ce que je peux et, à mon avis, ce n'est jamais grand-chose. Voici d'abord mon idée générale. Dashiell Hammett, dans un de ses romans, écrit ceci, parlant de l'une de ses héroïnes. Ce visage n'était pas beau, et cependant il aurait pu l'être. Tout y était, des traits parfaits, une peau lisse et blanche, de grands yeux marrons, presque trop grands. Mais les yeux étaient ternes et le visage aussi dénué d'expression qu'un bouton de porte. Autrement dit, mon idée générale est celle-ci, pour qu'un objet mérite d'être dit beau, il faut un certain nombre de conditions, mais il faut surtout que ces conditions concourent à exprimer la vie, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui nous paraisse vivant. Dans mon village, Marie-Thérèse, ma femme, célébrait, je reprends ses propres termes, les arcs-en-ciel bibliques, les plus beaux qu'on puisse voir avec les 7 couleurs du prisme, auréolant le village d'un cercle de beauté et de paix. À quoi tient la beauté de l'arc-en-ciel? D'une manière générale, qu'est-ce qui fait qu'une chose est belle? À quoi tient la beauté et quel est son sens? Kant élude le problème, se bornant à analyser l'effet subjectif du beau selon les catégories de qualité, quantité, relation, modalité, donc en étroite dépendance de son système critique. Cela donne les traits suivants. Premièrement, le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Deuxièmement, cette satisfaction sera en droit celle de tous. Troisièmement, elle tient au sentiment qu'une volonté aurait pu faire que les choses soient ainsi. Quatrièmement, cette satisfaction est nécessaire, c'est-à-dire que celui qui dit « c'est beau » a droit par là même à la satisfaction.
Kant analyse ainsi ce qu'il nomme le jugement de goût, bien que dire « c'est beau » ne soit justement pas pour lui une question de goût, puisque le jugement de goût prétend à l'universalité. Que le beau donne une satisfaction qui n'est liée à aucun besoin, cela est juste. Mais cela ne nous dit pas ce qu'il est. Qui est-il à l'homme? Qu'est-ce que le beau? Telle est la question de Platon. Avant Kant, on se demandait, à partir de la considération des objets que l'on déclare beaux, ce qui les distingue. Quelle propriété ou caractère distinctif un objet doit avoir pour mériter d'être dit beau? Kant se place du côté du sujet, et laissant de côté le beau lui-même, tel qu'il se donne dans son immédiateté, s'en tient à l'analyse du jugement formulé sur le beau. Soit, mais cela n'invalide pas la première méthode inaugurée par Platon. Le chapitre 3 du traité du beau de Jean-Pierre de Crousaz s'intitule « Caractère réel, c'est naturel du beau ». Ce sont la variété, l'unité, la régularité, l'ordre, la proportion. Considérons l'arc-en-ciel. La variété s'y trouve, car vu sous un certain angle, il n'est pas tout à fait le même que vu sous un autre angle. L'unité s'y trouve aussi, car même s'il y a plusieurs arcs-en-ciel, chacun sera un, et cette unité ne lui est pas extérieure, elle tient à ce que chaque partie est liée aux autres de proche en proche.